L'année 2018 aura été une année noire de la santé, marquée d'un côté par des décès de patients aux urgences, de l'autre par le suicide dans la plus grande indifférence de soignants au bout du rouleau. La médecine libérale et ses acteurs ont été pointés du doigt et les médecins de ville déclarés coupables, accusés de se comporter en enfants gâtés du système, refusant de jouer le jeu de la permanence des soins. Nous avons aux urgences adultes du CHU de Tours 180 décès par an. Dans 99% des cas, on accompagne ces patients-là, on s'est habitué, on les installe dans une chambre avec la famille autour, on met en place des mesures de confort et on les accompagne jusqu'à leur dernier moment. Voilà. Les 2 décès auxquels vous faites référence font que l'équipe médicale comme paramédicale est effondrée de cela. Maintenant, essayons de s'éloigner un peu et de regarder la photo globale. Moi, je pense qu'il faut s'interroger collectivement. Je n'ai pas toutes les solutions sur est-ce que la meilleure chose qu'on puisse proposer à une patiente qui est en EHPAD ou dans un SSR, c'est de l'envoyer aux urgences. Il faut que collectivement on réponde à cette question. Est-ce qu'on ne pourrait pas, en travaillant main dans la main avec nos collègues libéraux, essayer de trouver un système qui fasse que l'EHPAD, quand elle a besoin d'un avis médical pour lever un doute, qu'un docteur puisse se déplacer dans les 2-3 heures? Est-ce que demain, quand moi j'aurai 88 ans, si je suis en EHPAD, est-ce que moi je préférerais pas qu'un médecin puisse venir me voir, relire le dossier des collègues pneumologues parce que je suis sorti d'hospitalisation une semaine avant où c'était marqué noir sur blanc, non réanimatoire, et qu'on me laisse tranquille dans une maison de retraite avec des soins de confort. À la suite du professeur Laribi, au-delà de la dictature de l'émotion et en marge des mots et des débats caricaturaux, nous avons voulu aller à la rencontre des soignants, espèces en voie d'extinction, dont nos gouvernants feraient bien de s'occuper et vite. Nous leur avons laissé la parole longuement, et fait rare en journalisme, avons fait silence pour les écouter. Car au fond, face à ce constat alarmant demeure la question essentielle. Pourquoi et surtout comment fait-on médecine? Comme beaucoup, hein, ça va se chercher un peu loin dans l'enfance, assez souvent, ce genre de vocation. Alors clairement, moi, c'est pas par défaut. C'est une filière qui, je crois, correspondait un peu à mon tempérament, de vouloir toujours comprendre pourquoi chez les gens il y avait telle impression de fatigue, telle impression de douleur. Et probablement une part de la réponse est là. C'est qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux faire pour changer ça? Pour ma part, je me suis toujours vécu comme un médecin en formation, dès la 2e année. C'est-à-dire que même étudiant, on a la charge et la responsabilité du soin d'une personne. On n'a pas beaucoup de lits quand on est externe en 4e année, 2, 3, 4 lits. Mais n'empêche qu'on en est responsable. On est responsable de l'examen qu'on fait, on est responsable du compte-rendu qu'on en fait, on est responsable du dossier. Voilà, la responsabilité existe et elle fait de vous un médecin en formation. Pas un médecin complet, c'est évident, mais un médecin en formation. Pendant cette période-là, vous vous confrontez à ce que c'est que la médecine, pour de vrai. Pas celle qu'on voit à la télé. Vous voyez, c'est pas Dr House qui fait ses examens sans toucher ses patients, ou les urgences où on sauve des vies à tourne-larigot et ça se passe toujours bien, ou quasiment. Ou alors avec des trucs affreux. Non, c'est beaucoup plus nuancé que ça, évidemment. Et puis en particulier, vous vous confrontez au fait que la médecine, pour de vrai, n'est pas toute puissante. C'est ça qui vous met vraiment en face de la réalité de votre métier. Quelles sont vos propres limites? Quelles sont les limites de la science? Quelles sont les limites de vos patients aussi? Et finalement, la médecine, c'est un peu de tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient médecins à l'époque et venant d'une famille bourgeoise, ça ne se faisait pas trop, donc mes parents ont essayé de m'inciter à faire autre chose. Ils m'ont même emmené voir un médecin qui disait oh ben non, c'est fatigant, pour une femme c'est pas terrible. Donc je me suis inscrite dans une prépa agro, mais j'ai dit non, je veux être médecin, je veux soigner. C'était donc plus fort que tout. Alors déjà, au départ, je n'ai pas voulu faire médecine. Au départ, j'ai voulu faire vétérinaire. Vous voyez, on passe soigner des animaux à soigner des gens. Et puis, ça s'est fait au fil de rencontres et puis peut-être d'un parcours personnel. Finalement, je me suis dit que j'aimais les gens, moi, j'aimais rencontrer les gens, aller au contact. Mon père était médecin généraliste, mais il ne m'a absolument pas incité à embrasser cette carrière. C'est un métier qui me paraissait assez divers et un métier enrichissant sur le plan humain.
Au départ, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Au lycée, les profs m'ont proposé de faire médecine, mais je faisais des études, mais je ne préparais pas vraiment un métier. En fait, j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était qu'être médecin. Je n'avais pas de médecin dans mon entourage. Donc voilà, je faisais des études. J'ai découvert petit à petit le monde médical, que je ne connaissais absolument pas, et qui m'a beaucoup effrayée, beaucoup interrogée. Et j'ai su assez rapidement que je ne voulais pas travailler à l'hôpital. Voilà, moi je voulais soigner des gens, je voulais décider un peu de mon outil de travail, de mon organisation. Je voulais pouvoir décider d'un certain nombre de choses, donc le libéral, ça m'allait bien. J'avais envie de voir des gens qui avaient plein de maladies différentes, plein de situations différentes. J'avais envie de voir des gens dans la vraie vie, on va dire. Donc j'ai choisi de faire la médecine générale. J'ai découvert le métier très tardivement puisque j'ai fait mon stage en ambulatoire en 8e année. Donc c'était assez tard quand même pour se rendre compte de la réalité du travail et coup de bol, ça m'a plu. Quel constat faites-vous aujourd'hui? J'ai l'impression d'avoir réalisé une partie de mes rêves, d'avoir pu aider les gens, mais déçu, écœuré d'une machinerie administrative qui a détruit la capacité de trouver l'humain en face du malade. À l'époque, rêver de mon installation, on travaillait beaucoup, mais on faisait de la médecine, c'est-à-dire qu'on soignait les gens. On avait des gardes qui étaient éprouvantes. Travailler, par exemple, un week-end de Pentecôte, 3 jours, 3 nuits successivement, puis réembrayer sur la semaine de travail qui suivait, c'était physiquement très dur, mais c'était psychologiquement satisfaisant. On avait vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile. Est-ce que j'ai changé moi? J'ai vieilli, oui. J'ai pris l'expérience. J'ai pas perdu mes idéaux. Et j'ai découvert ce que les institutionnels, les politiques pouvaient massacrer. Des belles choses. Je me suis ouverte à la vie réelle, telle qu'elle pouvait être. C'est dommage, une de mes filles qui est médecin généraliste. Je regrette des fois de lui avoir donné envie. Le médecin de famille actuellement, avec les changements de mentalité, avec la pénurie de médecins sur le territoire, c'est fini. Mais je crois qu'il n'y a jamais eu autant de médecins en France, donc c'est pas qu'il n'y a pas de médecins, il n'y a plus de médecins libéraux. Généralistes surtout, parce que des spécialistes il en reste moins, mais il en reste quand même. C'est très angoissant d'être jeté entre guillemets dans le monde libéral sans savoir réellement, parce que ça n'a jamais été présenté, comment fonctionnait le monde libéral. On est très loin de la réalité du terrain tant qu'on n'est pas installé. L'exercice libéral lui-même est un exercice extrêmement particulier. D'abord parce que, quoi qu'on en dise, les équipes de soins de ce type n'existent pas réellement. On partage parfois des responsabilités, mais on ne partage jamais la culpabilité. La deuxième chose, c'est qu'un médecin généraliste a le bonheur suprême de beaucoup travailler, d'organiser son secrétariat, voire de le tenir comme moi, puisque je suis aussi ma propre secrétaire, de tenir sa comptabilité, de tenir ses formalités administratives, voire de temps en temps d'aller au Conseil de l'ordre, soit défendre un confrère, soit se défendre soi-même parce qu'un mauvais coucheur a porté plainte. Pourquoi voulez-vous qu'un jeune qui envisage une vie normalement heureuse choisisse ce terrain alors que l'hôpital public lui propose de ne pas être obligatoirement et pendant 30 et quelques années responsable de ses actes devant la justice, qu'il n'y aura pas de comptabilité, qu'il n'y aura pas de secrétariat tenu par lui-même, etc., etc. médecine libérale peut être passée attrayante. Il y a une part de responsabilité pour le public, mais aussi un peu de civilisation. Je ne vais pas être critique, mais on est souvent en décalage avec les jeunes médecins qui n'ont pas les mêmes, qui sont polarisés sur le nombre d'heures de travail qui ne doit pas être excessif de façon à pouvoir avoir un épanouissement personnel, pour avoir accès à des loisirs, etc. Qui aujourd'hui a envie de bosser 50 heures par semaine? Quand vous voyez un jeune de 18-20 ans, vous lui dites t'as envie de travailler combien d'heures par semaine? Il y en a beaucoup qui disent 50 heures par semaine.
ou 60 heures par semaine. Non. Il dit j'ai envie d'avoir un métier intéressant, où je m'éclate bien et je gagne suffisamment ma vie. Voilà, bah là, la médecine générale, c'est pour ça que l'histoire de la rémunération, tout est relatif aussi, hein. Mais en étant en couple avec quelqu'un qui travaille, on peut avoir une organisation de travail qui fait qu'on est confortable, qu'on a envie de rester. Et moi, c'est là-dessus que j'insiste à chaque fois. Je dis aux gens des fois, bah oui, je suis pas là tous les jours, oui, je prends des vacances, mais mon objectif, c'est de tenir encore 28 ans. Il me reste 28 ans à travailler. Donc voilà, j'assume le fait que j'ai envie d'être bien dans mon travail, d'être confortable. Et c'est mon cadre à moi. C'est aussi l'idée d'être libéral. Hein. C'est qu'il n'y a personne qui me dit qu'il faut travailler 37 heures, 32, je sais pas quoi. Je fais partie de la génération intermédiaire, vous savez, entre l'ancienne qui bossait H24, qui avait son cabinet collé au domicile, et la toute nouvelle génération, je ne m'exclus pas de la nouvelle, mais la toute nouvelle génération qui, elle, a des appétits très différents de la génération sortante. Donc, par principe, je ne commence pas mes consultations avant 9h, voilà, pour me donner le temps du début de journée familiale. J'emmène mes enfants à l'école, je les pose, et puis le temps de monter ici tranquillement. Mais je travaille sur un temps plus condensé, probablement. C'est-à-dire que je travaille 10 heures non-stop par jour. C'est 9h, 19h. Au-delà de ces bornes-là, je ne suis plus médecin. L'offre de soins entre 1999 et 2008 a réellement diminué. Et il y a eu de grandes réflexions de certains administratifs à Paris qui ont proposé des retraites anticipées aux médecins, type MICA à l'époque. L'autre jour, j'ai vu un confrère qui était psychiatre, qui a arrêté à 58 ans, il a 72 ans, il est en pleine forme. Il me dit, je regrette beaucoup de ne pas avoir continué à travailler plus longtemps. On est parti du principe que moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de prescriptions, moins il y aurait de prescriptions, plus ce serait d'économies pour la sécurité sociale. Sauf que les gens qui partaient à la retraite n'étaient pas remplacés. Donc les patients ne trouvaient pas de nouveaux médecins généralistes. Donc la carence a commencé avec l'apparition du MICA. Elle n'a fait que s'amplifier avec les années parce que tout simplement nous avions un numerus clausus qui était complètement aberrant, toujours sur des réflexions d'économie par rapport au nombre de médecins. J'ai commencé médecine en 1981, on avait 160 étudiants en deuxième année de médecine. Dans les années 2000, on était descendu à 80 étudiants en deuxième année de médecine. Moi, j'ai été dans les promos les plus basses dans le numerus clausus, on était 82. Aujourd'hui, ils sont 250 à Tours. Si tous les médecins généralistes formés à la faculté de médecine de Tours s'étaient installés comme médecins généralistes en région centre, mais pas que, à ce moment-là, on n'aurait pas forcément eu autant de problèmes démographiques. Comme on a passé quand même 10 ans à leur dire que la médecine générale, c'est vraiment nul, c'est mal payé, que c'est super, qu'ils vont voir que des gens pénibles qui ont des rhumes, y a une partie des étudiants qui n'ont pas très envie de faire ça. Je pense que beaucoup dépend des conditions d'exercice, mais autour de nous, on en a plein des jeunes confrères qui s'installent. Quel est au fond le plus gros problème que vous rencontrez ? Moi, je crois qu'en médecine, comme en religion, l'amour est un échange. Et ça ne peut pas être à sens unique. Lorsque l'effecteur, le soignant, donne tout ce qu'il peut donner au profit du patient, s'il n'y a aucun retour de la part ni du patient, ni de la population, ni des autorités, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Je n'ai jamais parlé de reconnaissance tarifaire. J'ai parlé d'une reconnaissance tout court. J'ai songé un jour à dévisser, oui, bien sûr, à partir du moment où j'ai eu des forts conflits avec la sécurité sociale, bien sûr, j'ai pensé à arrêter cette dinguerie, on va dire. Oui, bien sûr, j'ai pensé à dévisser. Si je suis restée, d'abord, c'est que je n'avais plus l'âge de me recycler, d'aller travailler dans un autre secteur de la médecine, et que je trouvais que j'avais encore l'occasion de faire des choses, et que je n'allais pas laisser tomber les patients, qui n'allaient pas forcément trouver de médecin pour me remplacer, et que de toute façon, d'ici quelques années, j'arrivais à la fin de ma carrière et que je pouvais avoir le courage de tenir encore un peu. Je ne regrette pas d'avoir fait ce que j'avais fait, mais je ne pensais pas finir mes 10 dernières années de profession. Vous êtes en arrêt là ? Médicale que j'aime comme ça. Je ne pensais pas. Vous l'avez fait quand, l'accident de travail ? Je ne pensais pas. 11 mai. 11 mai. Quel est le principal problème ? Les injonctions contradictoires. Attention. C'est-à-dire, nous avons le code de déontologie que nous devons respecter, que de toute façon représente tout à fait l'essence de notre métier,
Et nous avons des injonctions des institutionnels, essentiellement de la sécurité sociale, qui sont complètement en contradiction avec notre code de déontologie. Nous sommes en permanence sur un espèce de fil d'un côté, de l'autre. Et puis, comme je vous disais, l'informatique, c'est notre meilleur ennemi. C'est-à-dire que maintenant, tout est informatisé. Donc, chaque fois que je tape quelque chose, je sais qu'au bout, ça va être enregistré par la sécurité sociale et qu'ils en feront ce qu'ils veulent. Et qu'ils peuvent prendre un chiffre et puis me tomber dessus et me pourrir la vie. Si je me suis beaucoup investi lorsque j'étais président de l'URML d'Orléans dans le soutien psychologique aux médecins généralistes et spécialistes en détresse, c'est parce que moi-même j'avais quelques visions de corps de pendus ou de noyades accidentelles. Ma façon de lutter contre ces idées morbides a été justement de m'investir encore plus dans d'autres missions comme le syndicalisme ou maintenant la mairie. Il y a ceux qui subissent et il y a ceux qui agissent. Le médecin généraliste dont vous parlez, là, il y a ça, allez, on va dire 20 ans maintenant peut-être, pouvait prendre en charge son patient depuis sa naissance, voire faire sa naissance, c'est-à-dire jouer le rôle de pédiatre, d'obstétricien, d'endocrinologue, de cardiologue, sans que ça pose de graves soucis, en ayant des intervenants ponctuels. Au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas le diplôme adéquat, le DU qui va bien, vous pouvez être condamnable lors d'une procédure et mal vu aussi de vos pairs, ce qui fait qu'on a vraiment tronçonné la médecine et qu'on a perdu cette prise en charge globale. Et je pense qu'on est vraiment devenu technicien ou en médecine générale, technicien en orthopédie, technicien en médecine du sport et qu'on a du mal à avoir une prise en charge globale. On y a gagné sur certains côtés, oui, dans certaines spécialités. Mais le problème, c'est la coordination. Est-ce qu'on arrive maintenant à coordonner tous ces acteurs quand on voit les ordonnances qui proviennent à la fois de l'endocrino, du cardiologue, du pneumologue et que tout ça s'est mis dans le même paquet? On a du mal des fois à se dire que à travers 25 médicaments, on n'est pas des interactions qui ne sont pas connues des uns et des autres. Si j'avais une réforme à suggérer la plus urgente, je dirais respectez-nous. Ça, je ne sais pas si c'est une réforme.